Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, le mardi ça va toujours puisque c'est veille de formation, de sortie de formation, donc je me dépêche pour la finir pour tout à l'heure, pour ce soir. On va parler de tension sexuelle et vous me l'avez demandé pendant longtemps, comment recréer de la tension sexuelle dans votre couple, cette alchimie. Vous savez que la tension sexuelle va créer de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, ils vont calmer l'anxiété de votre conjoint, donc je vais vous apprendre à le faire. Alors évidemment, votre conjoint, quand il est en crise, au départ, a besoin de tension sexuelle, mais comme vous ne l'avez pas fait pendant des mois et des mois et des mois, pendant toute la période de la phase 2 du couple, eh bien aujourd'hui, il préfère peut-être ou elle préfère aller voir cette tension avec quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle un pansement. Mais vous allez recréer cette alchimie. Alors on va pas être bourrin, on va pas rentrer dans le lard, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas ici, on est des pirates intelligents. Enfin, je dis vous, pas moi. On va reparler d'intelligence de pirate dans quelques instants, puisqu'on va parler de cerveau et d'un texte issu de l'ICM que m'a envoyé une pirate. Donc on va en faire la vidéo du jour de votre intelligence. Donc vous n'êtes pas des bourrins, vous n'êtes pas dans le silence radio, dans la lettre magique, dans le film moi je te suis. Non, ici, si on veut y arriver, une crise existentielle, c'est pas la fin du couple, mais ça demande du doigté, de la subtilité, et ça demande un travail sur vous qui va vous permettre de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Vous allez changer vous-même, donc vous allez vous régaler, vous allez avoir vous-même de la dopamine et vous allez pouvoir le créer chez votre conjoint grâce à votre neurone miroir, à vos neurones miroirs, pardon. Heureusement qu'on n'a qu'un seul neurone miroir, évidemment, vous l'avez compris. Donc ici, on est une team, une famille de pirates qui apprennent comment fonctionnent les relations humaines, comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le cerveau de l'humain grâce aux neurosciences. Et c'est pour ça que si vous faites ce qu'il faut la plupart du temps, vous allez augmenter la probabilité d'atteindre vos objectifs, de revenir ensemble avec votre conjoint évidemment, mais aussi tous vos objectifs professionnels, amicaux, de vie, puisque si vous augmentez dans vos connaissances et que vous avez cette grinta que vous donnent les pirates, notamment en commentaire sous ces vidéos, dans le canal, sur le canal Telegram et bien sûr dans le groupe Facebook privé, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, vous vous régalez de vous donner la grinta, de vous donner la patate, et vous voyez dans vos discussions que finalement tout ce que je vous dis depuis 20 ans maintenant, les relations de couple sont souvent des cycles, et quand vous savez gérer ces cycles comme des cycles professionnels, eh bien vous allez changer votre vie. Voilà, alors on va regarder ce que nous a envoyé la piratesse, on va lire cet article là, on va le commenter, et vous allez voir que moi ce que j'adore dans ce métier là, c'est que tout ce que j'observe depuis 20 ans sur le terrain, vous êtes sur ce que j'observe avec vous dans les coachings, dans les formations que je vous fais, et bien ensuite les chercheurs en neurosciences nous confirment ce que l'on constate sur le terrain, et ça c'est topissime, et ça c'est de la régalade. Donc on va lire cet article ensemble, et puis on va voir comment on peut tirer des informations pour augmenter cette tension sexuelle. C'est le thème de la semaine, la formation qui sort demain. Je vous rappelle que toutes les formations, le catalogue je crois qu'il y a 75 ou 80 formations maintenant, sont en descriptif de cette vidéo, comme le catalogue des coachings, comme le lien pour aller sur le groupe Facebook, comme le lien pour aller sur le groupe Telegram. Tout ça, c'est à côté du catalogue de formation en descriptif de cette vidéo. Cette vidéo qui va... qui va maintenant vous... Allez, on y va. Alors, on y va dans l'ICM, on va parler neurosciences. Alors ici, on est évidemment une team sérieuse. Sérieux, ça ne veut pas dire chiant, on a le droit aussi de s'amuser, de plaisanter et de regarder le soleil qui se lève, même s'il fait moins de 2 degrés ce matin. J'ai froid pour vous, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous dit d'abord, c'est un pirate, pas une piratesse qui m'a envoyé le texte, et je vous l'ai mis d'ailleurs sur le canal Bruno Marchal sur Telegram. Donc la compréhension des mécanismes cérébraux de la prise de décision est devenue l'un des plus grands défis dans le domaine de la neuroscience cognitive. Je suis d'accord, si vous comprenez comment fonctionne votre cerveau, ce sera beaucoup plus facile
de réussir votre vie. Donc quels sont les mécanismes cognitifs qui nous permettent de prendre des décisions, d'où vient qu'on préfère certaines options plutôt que d'autres, comment la valeur d'une option est-elle estimée par le cerveau, comment votre conjoint en gros, hein, pour ce qui nous intéresse, va savoir si vous êtes mieux que pansement, s'il veut continuer avec vous, si c'est mieux d'être avec vous que contre vous, etc. etc. Donc c'est une étude conduite par Mathias Pexiglione, chef d'équipe et directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut du cerveau Lopez Persem. Voilà, donc ça c'est pour les références. Donc on implante grâce à des implants, oui je continue à le lire comme ça c'est plus simple, grâce à des électrodes implantées dans le cerveau de 36 patients épileptiques candidats à la thérapie chirurgicale, les chercheurs ont pu enregistrer l'activité électrique neuronale dans 4000 zones cérébrales, alors que les patients réalisaient des tâches d'évaluation. Donc souvent en neurosciences, on utilise le fait qu'on doit faire une opération du cerveau pour regarder, pour implanter des électrodes, et comme l'opération se fait souvent de façon consciente, eh bien on va pouvoir réfléchir, pouvoir poser des questions et étudier les zones du cerveau qui fonctionnent. Donc dans ces tâches, les patients devaient indiquer à quel point ils aimaient les options qu'on leur présentait sur un écran, par exemple manger du gâteau ou voir un tableau de Picasso, vous savez, c'est des options tout à fait différentes, mais c'est intéressant pour l'étude. Cette tâche était suivie d'une tâche de choix entre deux de ces options qui permettait de vérifier que les jugements de valeur fournis par les patients permettaient de prédire leur préférence. Donc en fonction de l'environnement, on pouvait prédire quel était le choix du patient. Donc cette étude a permis d'identifier 4 propriétés essentielles du signal neuronal observé dans la région du cortex orbitofrontal. C'est ce qui est déconnecté pendant la crise existentielle, enfin qui est déconnecté, qui est moins actif pendant la crise existentielle et qui permet de réfléchir, qui permet d'avoir la réflexion, qui permet d'avoir la logique. Donc ce signal, alors quatre choses qui ont été mises en évidence dans cette étude. Premièrement, ce signal est dépendant de sa ligne de base, c'est-à-dire de l'état du cortex orbitofrontal au moment où on présente les options. Si son activité est élevée, nous aurons tendance à aimer davantage l'action proposée. Donc ça veut dire que quand votre conjoint est en crise, est en down, l'option que vous présentez ne va pas être choisie. Donc l'idée, c'est que je vous explique dans toutes les formations, dans les formations en général, c'est que d'abord il faut créer une persuasion, c'est-à-dire créer le contexte. Si votre conjoint est en down, c'est pas la peine de présenter une option. J'avais un client la semaine dernière en coaching qui me disait mais j'ai demandé à mon épouse de venir avec moi au resto, elle n'a pas voulu. Elle venait de se disputer, donc forcément c'était pas le moment. Donc en fonction du cortex cérébral, on va dire oui ou non. Donc l'intérêt c'est de rebrancher le cortex orbitofrontal de votre conjoint avant de commencer à négocier. S'il n'est pas branché, on ne propose pas d'action. Donc ce signal, deuxième point, est généraliste, c'est-à-dire qu'il représente la valeur de n'importe quelle option, ce qui nous permet de choisir entre des options qui n'ont rien à voir entre elles, comme aller au musée ou déjeuner avec des amis. Donc là c'est la même chose. C'est dans notre cerveau, tout a une même si ça n'a aucun sens entre le gâteau et Picasso, c'est une question de valeur, c'est une question de niveau qui va faire comment choisir l'un ou l'autre. On peut vous comparer avec votre pansement alors que vous n'avez rien à voir, ou on peut comparer pansement et ses enfants par exemple alors que ça n'a rien à voir non plus. Donc le signal est généraliste, c'est-à-dire qu'il représente la valeur de n'importe quelle option. Donc ce signal est automatique, c'est-à-dire que la valeur subjective d'une option va être représentée dans le cortex orbitofrontal, même lorsque nous n'avons pas de décision à prendre, de préférence exprimée, c'est-à-dire qu'en permanence, vous avez des choix à faire, dire j'aime bien ou j'aime pas. Voilà, même si vous en foutez parce que vous n'avez pas de décision à prendre, eh bien votre conjoint en crise, il est très sujet là-dessus, puisque la ligne de fonctionnement de l'orbitofrontal est abîmée. Et ce signal contient, quatrième point, une information de premier ordre, la valeur de l'option, une information de second ordre, notre confiance dans ce jugement de valeur qui doit également être pris en compte dans la décision. Et là, c'est exactement ce que je vous explique dans les coachings, c'est que votre conjoint, pendant sa crise existentielle, a une valeur d'estime d'elle, de confiance en soi très faible. C'est pour ça que je dis c'est comme ça, je ne reviendrai plus. Vous voyez, quelqu'un de confiance en soi ne dit pas ça. Je t'aime plus, c'est fini, il y a 4 ans tu m'as dit ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui a de l'anxiété et qui n'a pas confiance en soi.
Et donc finalement, quand on prend une décision, on n'est pas sûr dans ces cas-là. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours tenir compte du déclaratif, parce qu'il peut changer souvent. Donc pris ensemble, ces 4 propriétés expliquent les erreurs d'attribution dans les jugements de valeur, surtout quand on est en crise. Ainsi, nous pensons parfois estimer la valeur d'une option alors que nous sommes influencés par la valeur d'une autre. Donc ça veut dire que si vous passez un bon moment avec votre conjoint, l'option qu'il va choisir, ça va être plutôt d'être avec vous. Non pas parce que c'est une valeur absolue, mais c'est parce qu'il y a l'influence de l'environnement. Donc l'exemple qui est pris dans cette étude est génial, parce que c'est ce que je vous explique dans ces vidéos, que je vous explique dans les formations. Une personne au restaurant est soumise à un nombre d'influences de l'environnement, comme ce qu'elle mange, la musique d'ambiance, le décor et la conversation des autres convives. On observe alors des interférences entre les valeurs associées à ces différents facteurs qui peuvent par exemple nous amener à croire que nous apprécions la personne en face de nous, alors qu'en fait nous apprécions le plat que nous mangeons. Donc quand votre conjoint vous dit « je veux parler, il faut qu'on parle » et que vous le faites à la maison, et que votre conjoint est énervé, que votre conjoint a pris un coup de pression de pansement, eh bien vous risquez forcément d'avoir des difficultés de vous connecter. En revanche, si vous dites, écoute, on déjeunera au restaurant, que c'est dans un endroit sympa, que c'est calme, qu'il n'y a pas eu le coup de pression, eh bien la discussion autour de la maison, des enfants, etc. se passera beaucoup mieux. Donc je ne peux pas vous dire plus que des études de l'ISM qui viennent vérifier, qui viennent démontrer, qui viennent fortifier ce que je vous explique depuis 20 ans. Ces résultats vont vous permettre de mieux comprendre les dysfonctionnements du système cérébral qui génère le jugement de valeur dans des conditions pathologiques comme par exemple les troubles de l'humeur. Vous voyez, et quand on est en crise existentielle, on a vraiment beaucoup de troubles de l'humeur. Bravo à ce pirate intelligent qui, vous voyez, on ne lit pas de la littérature X, Y, de la psychologie à l'eau de rose. Quand on est pirate, on lit des études de neurosciences qui viennent confirmer ce qui se dit dans les formations notamment. Alors j'ai décidé ce matin de vous faire un petit commentaire aussi. Vous savez qu'il y a des groupes Facebook, il y a votre groupe de pirates, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, et puis il y a d'autres groupes Facebook, et de temps en temps vous m'envoyez des messages d'autres groupes Facebook sur mon WhatsApp pour que je puisse les commenter. C'est ce que je vais faire ce matin, évidemment sans vous donner le nom de la personne qui a écrit, mais voilà, ça vous montrera pourquoi certaines personnes pendant la crise de leur conjoint sont en difficulté, qu'est-ce qui se passe dans la tête du conjoint quand il est en crise, et pourquoi finalement on a souvent des mauvais conseils qui nous font faire des bêtises. Et ces bêtises vont nous éloigner évidemment au lieu de nous rapprocher de la personne avec qui l'on veut être. Alors c'est un message d'une femme. Bonsoir, j'ai envie de donner mon ressenti aujourd'hui. Dans les gros traits, j'étais infidèle durant 2 ans. Voilà. Je suis tombée amoureuse d'un de mes amants. Donc là, on ne connaît pas l'histoire de cette personne, mais on voit que c'est peut-être un pansement. J'ai du coup demandé le divorce à mon mari. Oui, donc si les personnes étaient effectivement déjà mariées, il y a des chances qu'il y ait de l'eau dans le gaz dans le couple et qu'on veuille se rassurer. Afin de pouvoir être libre de l'aimer. Non, d'aimer enfin, vous voyez, la liberté, ça c'est important. Dans la personne qui est en crise, elle croit qu'on n'est pas libre, que je ne peux pas aimer quelqu'un si je suis déjà en couple. Enfin, c'est toujours très compliqué dans la tête des personnes en crise. Sauf qu'une fois lancée la machine du divorce, c'est la personne qui l'a lancée, l'homme dont j'étais amoureuse, avec l'aide de ma meilleure amie, a tout dit à mon mari. Bon, vous voyez que déjà la meilleure amie qui aide la personne en crise à avoir un amant, et l'amant, vous savez que l'amant, le pansement est souvent boiteux, il va tout dire au mari. Donc vous voyez qu'il faut être boiteux pour aller voir le mari de sa maîtresse pour lui avouer. Alors oui, c'est moins que la psychologie à l'eau de rose, la psyrose. Mais c'est pas grave, je me tiens toujours à ma décision. Donc quoi qu'il arrive, je suis pas descendu assez bas, je continue. Aujourd'hui, je suis allé visiter un appartement car je pars et je lui laisse la maison, mais j'ai été prise d'angoisse car je me suis rendu compte que je vais tout perdre. Donc vous voyez, il y a des moments de doute, même si l'autre personne dit c'est pas grave, je m'en vais quand même, etc. Il y a des moments de doute. Donc si vous faites ce qu'il faut, certainement que le mari n'est pas un pirate de cette dame-là qui n'a pas fait ce qu'il faut, donc au moment des doutes, c'est là où on peut récupérer pendant la fenêtre de regret. Je vais tout perdre, maison, meubles, confort, souvenirs et mes enfants tous les jours, c'est très dur ce soir.
mais je sais au fond de moi qu'il faut que je le fasse. Alors ça, c'est quand on ne sait pas, on dit oh, écoute ton cœur ou fais ce que tu sembles dire. Mais j'ai peur de ne pas y arriver, peur de finir seul, j'ai peur tout simplement. Voilà, j'avais envie juste de partager mon émotion du jour. Hein, donc vous voyez, ce que l'on ressent, même quand on montre que c'est fini, qu'il n'y a aucune chance, etc. On a peur, on est dans le doute. Donc si vous faites ce qu'il faut, il y a des chances de pouvoir retrouver une sérénité, une anxiété différente. Cette personne a peur, hein, son mari aurait pu l'aider. Alors, on va lire les réponses aux commentaires d'une dame. Tu es courageuse, tu as été honnête de mettre fin à une relation. Bon, honnête, 2 ans d'infidélité. Tu as avoué ton infidélité, c'est très bien pour être heureuse dans la vie, commence par soi-même. Voilà, donc vous voyez les conseils qu'on peut avoir. Hein. La personne dit je suis mal, je crois que j'ai fait une bêtise, mais je ne sais pas, je suis perdu. L'autre lui dit effectivement, commence par toi-même, ne prends pas en compte les jugements. Oui, tu as peur d'être seul, les souvenirs, il faut penser au positif, prendre du temps et du recul, bon courage. Bon. L'inconnu fait toujours peur, même si vous ne souhaitez plus rester avec votre mari de la maison. Il n'y a rien pire que de vouloir commencer une nouvelle vie en vivant dans les souvenirs du passé. Et si un jour vous étiez amené à refaire votre vie, ce ne sera pas chose facile pour la personne à vos côtés de vivre, de se faire une place dans ces souvenirs passés. J'ai le même ressenti en ce moment, dit notre dame, de plus en plus d'ailleurs. Peur de ne plus avoir mes enfants tous les jours, peur de me retrouver toute seule. C'est très dur. Oui, voilà, on me demande le divorce, mais c'est très dur quand même. Sans jugement, tu as pris la bonne décision pour ton esprit, surtout par respect pour ton mari. Merci, courage. Donc, respect pour le mari, respect pour les enfants. Donc, vous voyez les mauvais commentaires, enfin, les conseils qui sont donnés par des amis ou par des groupes comme ça, alors qu'il y a juste certainement peut-être une crise existentielle. Voilà. Bon. Je suis passé également par ce sentiment d'une autre dame. Je suis toujours seule, mais pas malheureuse de l'être. Je m'en sors et je ne le pensais pas. Bon courage pour passer ce cap. Ah là là, vous avez l'art de bien choisir votre entourage, dit notre femme, entre les amants qui vous trahissent et la meilleure amie qui vous fait de même. Ah ça c'est intelligent. Il va falloir revoir vos fréquentations afin de vous relancer à corps perdu dans une nouvelle idylle et en général c'est l'arroseur arrosé. Oui effectivement, quand on plante du blé on a du blé, quand on plante de l'orge on a de l'orge. Le point positif selon moi est que tu es dans la bonne direction. Bon, ok. C'est que tu es honnête et sincère. Ouais, bon, honnête et sincère. Tu aurais pu faire comme certaines auraient oublié de dire qu'ils avaient trompé leur mari en le dénigrant comme souvent. Respect et courage à toi. Je suis passé par là, beaucoup de promesses, etc. Pas facile tous les jours, courage. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu. La peur est un sentiment normal. Fais ce que tu penses et ce que tu dis. Certains choix sont difficiles et compliqués. Avec le temps, tout va s'arranger. Oui, forcément. Bonjour, même cas, moi aussi j'ai peur de quitter mon mari, mais en même temps j'ai l'impression de ne plus avoir de sentiments et j'ai l'impression de ne plus rien avoir ensemble. On a tous les deux changé, oui, donc montrer que vous avez changé positivement, c'est important et pas négativement. Pas simple, je vous l'accorde. Bon, ben écoutez, hein, allez tiens, on va faire un dernier commentaire. Attends, t'as peur de finir seul alors que dans ton poste tu marques bien un de mes amants. Donc pour moi, t'as pas et tu n'aurais jamais de difficulté à trouver quelqu'un. Je te juge pas, tu fais ce que tu veux, sauf que quand on prend des décisions irréfléchies comme les tiennes, ça commence toujours par des galères. Je sais que si tu as des enfants, je ne sais pas si tu as des enfants, mais pense aussi à ton ex et ce que tu lui as fait subir. Bon, Stéphanie, une autre non-pirate dit je suis exactement comme toi, j'ai reçu les clés de mon appart aujourd'hui, je suis allé faire des courses pour tout racheter. Et puis dans le magasin, j'étais prise d'une crise d'angoisse. Voilà. J'ai envoyé un message à une amie qui est au courant, il lui a dit exactement les mêmes choses que je viens d'écrire. J'étais infidèle aussi. Voilà. Bon, vous voyez que ce que vous vivez est quelque chose de très traditionnel. Vous voyez que les personnes qui sont en crise font des choses mais le regrettent et sont mal. Donc c'est pour ça que si vous arrivez à créer des moments de up avec votre conjoint, si face à l'anxiété de votre conjoint, j'ai des doutes, je ne sais plus où je suis, j'ai montré que j'ai changé, je repasse des bons mots ensemble, eh bien tout ça va faire que petit à petit, vous aurez des chances de revenir ensemble. C'est bien de temps en temps d'aller voir les conseils des autres, c'est bien de s'ouvrir, c'est bien de
de ne pas rester qu'entre pirates, hein, ça montre aussi d'autres façons de penser, et ça vous explique aussi pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se séparent avec des conseils qui ne sont pas toujours les bons. Voilà, c'est comme ça, hein, mais vous avez l'intelligence d'être des pirates, vous avez cette grinta, et vous avez, grâce aux neurosciences, choisi, à mon avis, mais à mon humble avis, je ne suis pas sûr d'avoir raison, la bonne méthode. Je pense que les neurosciences sont les bonnes méthodes, que là voilà, c'est mon humble point de vue, et je le partage déjà avec moi-même. Bon, vous avez vu, j'ai mis un renard synthétique, hein, parce qu'il est très froid ce matin, j'ai les mains gelées. Allez, les pirates, je vais terminer la formation tension sexuelle que vous allez remettre en place pour que, comme dans ces exemples-là, quand votre conjoint qui demande le départ le regrette, enfin en tout cas des doutes, et bien, si vous avez cette tension sexuelle et si vous avez une bonne relation, et bien c'est là, à ce moment-là, que l'on s'aperçoit que on n'était qu'en phase 3 du couple, la phase d'exploration, et qu'on va passer en phase 4. Bruno Marshall, il vous dit qu'il va finir de préparer la formation, il vous l'a déjà dit, il vous dit passez la journée que vous méritez.